invité donc Laura Siboni à venir présenter. Donc Laura, tu es enseignante à HEC et Sciences Po. Comme agrotique, tu fêtes tes 30 ans cette année. Tu as été fière de me le dire. Et tu es l'autrice d'un livre qui s'appelle Fantasia. Voilà, et bien sûr, comme il n'y a pas d'anniversaire sans un cadeau d'anniversaire, je voulais apporter. Et je l'ai dédicacé donc à Agrotique, en espérant que vous ne fassiez pas une overdose d'IA non plus, parce que j'ai essayé dedans de raconter l'IA, plus que de l'expliquer, plus que de la juger, d'abord de la raconter pour montrer ses différents visages, et vous voyez qu'il y en a beaucoup, différents usages, différents visages, beaucoup d'enjeux qui sont liés à l'intelligence artificielle. Et quand on a préparé cette présentation, donc avec Laura, c'était captivant. Enfin, on a beaucoup échangé. Au départ, l'idée, c'était d'avoir une vision de comment l'IA allait changer les métiers dans tous les secteurs d'activité. Et elle m'a dit, on a eu une conversation sur le domaine artistique et la création. Et elle m'a dit, mais non, mais on a des idées préconçues sur le fait que l'IA allait aussi impacter la création et accompagner la création. Et je crois qu'on a décidé aussi d'axer un peu ta présentation sur ces aspects-là qu'on n'attend pas trop. Voilà. Donc, je vais t'installer. Voilà. On est prêt. Et ce sera un grand plaisir d'en parler. Et d'en profiter pour vous souhaiter, bien sûr, un très joyeux anniversaire, puisque 30 ans, c'est l'occasion, c'est un âge charnière, c'est l'occasion de regarder en arrière et aussi de se projeter dans le futur. Et l'IA générative, c'est un de ces sujets, vous l'avez bien montré, qui vont changer la création, qui vont aussi changer les métiers. C'est déjà les tâches qu'on fait. On a vu les tâches de prédiction, on a vu les tâches de recommandation, on a vu les tâches, je vous remercie, de génération. Et qui va aussi changer les métiers eux-mêmes. Pas seulement les tâches qu'on fait, mais la manière dont on conçoit ces métiers, la manière dont on conçoit, on a utilisé des mots comme comprendre, l'intelligence, la création, la génération, et donc ça aussi, ça évolue. Et je trouve que le fait de parler des implications artistiques de l'intelligence artificielle, ça en donne de bonnes illustrations. Peut-être pour commencer par les changements les plus impressionnants. Parce que moi, j'aime bien raconter l'IA. Je dois tout de suite vous dire que si j'aime tellement le raconter, c'est parce que moi, je suis une grande fraude. Je ne suis pas du tout scientifique. Je ne suis pas du tout ingénieur. Moi, à l'origine, je faisais une thèse professionnelle sur la recommandation en littérature. C'est-à-dire que ma grande question, c'était comment est-ce qu'on sait qu'un livre va plaire à quelqu'un, sachant que cette personne ne l'a pas encore lu. C'est une question qu'on s'est tous posée quand on veut faire un cadeau, on veut offrir un livre à quelqu'un qui n'a pas encore lu, et en même temps, on aimerait que ça lui plaise. Et alors, pour ça, il y a plusieurs manières. Évidemment, on peut demander aux gens, on peut leur demander qu'est-ce que vous voulez lire. Mais en général, la réponse, c'est plutôt, je ne sais pas, surprenez-moi. Et donc, bon, il y a une autre méthode qui est la méthode Amazon. Les gens qui ont acheté tel livre ont aussi acheté tel autre. Mais ça, c'est très biaisé. Ce n'est pas parce qu'on a aimé ou acheté Corneille niveau 3e qu'on va aimer Molière niveau 3e. Et donc, je me suis plus intéressée à l'époque, c'était en 2017. Je ne me suis pas tourné les pouces pendant les hivers de l'IA, mais je n'étais pas née. Et je me demandais plus comment est-ce qu'on peut faire un Tinder du livre. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'entraînement sur nos propres préférences, mais aussi sur les préférences de nos réseaux d'amis, parce qu'un livre, c'est quelque chose de social, pour pouvoir faire de meilleures recommandations. Et donc, en m'intéressant à cette question, j'ai découvert le travail que faisait Google Agriculture. Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ils ne sont pas terribles en marketing. Et à Google Agriculture, c'est une petite équipe au sein de Google qui a numérisé 8 millions d'œuvres parmi les plus grands musées du monde, le MoMA, le Met, le musée d'Orsay. Et ces 8 millions d'œuvres, ils se sont dit que ça serait trop bête de simplement les laisser dormir dans une archive. On veut en faire quelque chose. C'est un peu ce qu'a fait PlanteNet, par exemple, avec les plantes, se dire c'est très bien d'avoir la base de données, c'est super de la rendre accessible, mais c'est encore mieux si on peut donner du sens à ces données, si on peut transformer les données en informations. Et donc, ils ont fait plusieurs expériences
pour valoriser ces 8 millions d'œuvres et pour trouver de nouvelles connexions entre elles. Alors là, je ne vais pas les détailler, mais moi, c'est vraiment par cette pratique, c'est en travaillant au lab, donc au centre de R&D de Google Agriculture, que j'ai découvert ce qu'est l'intelligence artificielle, mais aussi ce qu'elle n'est pas. Parce que dans un centre de recherche et développement, il y a 90% des projets qui aboutissent à des échecs. Et donc, pour célébrer cet anniversaire en vous montrant par la pratique ce qu'est, mais aussi ce que n'est pas l'intelligence artificielle, et surtout l'intelligence artificielle générative, je me suis dit, on va faire déjà un peu de musique, un peu de danse. Alors, je ne vous demande pas quand est-ce que vous avez utilisé l'IA pour la dernière fois, parce que si vous avez été attentif, vous aurez tous la même réponse. Quand est-ce que vous avez utilisé l'IA pour la dernière fois ? Les fauteuils sont très confortables dans cette salle. Eh bien, si vous avez été attentif à ce que disait Christian, vous m'auriez tous répondu, mais en fait, on est en train de l'utiliser. L'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi les filtres anti-spam. C'est ce qui nous évite en ce moment d'être noyés sous les spams. C'est ce qui sécurise notre compte bancaire. C'est ce qui optimise la recherche sur Internet. C'est ce qui détermine l'information qu'on voit sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses, beaucoup moins glamour que l'intelligence artificielle générative. Mais je voulais commencer par rappeler que l'intelligence artificielle au sens large, c'est l'ensemble des technologies qui vont imiter les capacités cognitives de l'homme à classer l'information et à donner du sens à la donnée. Vous le disiez, le mot est apparu en 1956. Il est apparu au départ avec une idée marketing. Lorsqu'on voit apparaître le mot en 1956, c'est l'organisation de la conférence de Dartmouth, qui, pour l'anecdote, était la conférence la plus coûteuse de l'histoire quand on la rapporte au nombre de participants, et qui avait besoin de fonds, forcément, et donc qui s'est adressé à la Fondation Rockefeller, et pour parler de ce qu'il faisait au croisement de la statistique, des mathématiques et des neurosciences, eh bien, ils ont forgé ce mot d'intelligence artificielle, mais qui vient donc de l'anglais, où on parle d'intelligence au sens où James Bond travaille dans les intelligence services. C'est-à-dire c'est intelligence au sens de la capacité à classer l'information, à donner du sens à de la donnée. Ce n'est pas l'intelligence au sens de la transcendance créative de l'esprit humain. Et donc, il y avait déjà une dimension marketing dans cette idée de pouvoir imiter sur des réseaux de neurones artificiels les capacités cognitives de l'homme à classer l'information. Ça, c'est pour l'intelligence artificielle au sens large. La révolution, depuis quelques années, c'est une révolution déjà de la capacité de stockage de la donnée et donc une révolution aussi de la capacité de la puissance de calcul, vous l'avez très bien montré. Et donc, lorsqu'on parle d'IA générative, on parle d'une petite partie de l'IA qui s'appelle le deep learning et donc qui va se baser sur ces réseaux de neurones. La partie la plus impressionnante peut-être, et ça tombe bien, c'est la seule qui n'a pas été évoquée jusqu'à présent, c'est la génération de vidéos à partir d'un texte. Donc vous avez montré la génération de vidéos à partir d'une image, la génération de mouvements. Il y en a, alors je me suis dit, là on est tous en période de digestion, qu'est-ce que vous préférez ? Ce qu'on utilise souvent pour mesurer les progrès de l'intelligence artificielle générative en termes de production de vidéos, c'est les vidéos de spaghettis. Parce qu'on aime bien les chatons, on aime encore plus les spaghettis, ça a un meilleur goût. Vous montrer, je vais peut-être vous montrer justement donc une publicité qui a été générée entièrement, cette fois avec intelligence artificielle, à partir d'un prompt qui lui-même a été généré par IA. Donc aucune de ces images n'a été tournée avec une caméra, n'existe réellement. Ce n'est pas le visage d'une véritable personne que vous pourriez rencontrer. Donc, vous voyez que l'IA générative, même si elle produit des choses qui n'existent pas, elle peut avoir un impact sur le réel. Bon, je n'ai pas l'impression qu'elle vous donne très envie de danser maintenant. Et c'est d'ailleurs un autre projet qui avait été fait par Google Agriculture, puisqu'ils ont pu avoir accès aux tracks originaux de Freddie Mercury, donc qui à sa mort a légué ses tracks originaux
au Phoenix Trust pour sensibiliser au sida et qui y a donné accès à YouTube, mais à une condition. Et cette condition, c'était qu'ils en fassent quelque chose, qu'ils ne le laissent pas simplement accessible sur YouTube, mais que ce soit valorisé. Et donc ça a donné un karaoké qui permet de comparer votre voix, votre chant, aux tracks originaux de Freddie Mercury. Or, on ne va pas le faire. Je vous rassure tout de suite, sauf si vraiment vous insistez. Et on ne va pas forcément le faire, mais donc elle permet de comparer votre voix à celle de Freddie Mercury sur 3 dimensions, le pitch, la mélodie et la tonalité. Et ça, c'est des usages de l'intelligence artificielle dont j'aime bien parler parce qu'on n'est pas dans la pure génération, on n'est pas dans la création à partir de texte, on n'est pas dans le surprends-moi. On sait déjà ce qu'on veut obtenir de l'intelligence artificielle et on sait qu'on veut obtenir une comparaison pour valoriser un fond. Et c'est aussi ce qu'on a fait. Alors, tout à l'heure, vous parlerez d'ergonomie, mais alors dans un autre sens. Il ne s'agira pas d'ergonomie dans ce sens très physique. Et c'est un projet dont j'aimerais vous parler parce que j'en parle pas souvent et c'est l'un des premiers projets que j'ai découvert au lab de Google Agriculture. Donc, vous voyez que le projet, il est résumé en quelques mots. Create your own dance, créez votre propre chorégraphie. Mais ce qui est intéressant, c'est l'histoire de ce projet. Et donc, puisque c'est Wayne McGregor, le chorégraphe que vous connaissez peut-être, j'allais dire un chorégraphe écossais, mais vous vous en doutez à son nom. Donc Wayne McGregor qui a contacté Google Agriculture en disant voilà, nous, lorsqu'on crée une chorégraphie, ben forcément, on s'inspire de ce qui a déjà été fait. Et puis, on a beaucoup de contraintes physiques. On ne peut pas envoyer la tête d'un côté, le corps de l'autre, une jambe par ici. On a aussi beaucoup de contraintes. Et donc, on se demande si l'intelligence artificielle générative peut générer des chorégraphies à partir d'un entraînement sur une base de données qu'on a déjà. Donc la première chose, ça a été de collecter 500 000 images de danse. Ça a été de collecter la base de données. La deuxième chose, ça a été d'analyser les différentes poses. La troisième, ça a été, à partir d'un mouvement donné, de chercher à générer la pose suivante. Parce qu'il fallait qu'elle soit cohérente physiquement avec qu'elle soit possible à exécuter depuis la pose précédente. C'est là que je me suis beaucoup amusée, parce que lorsqu'on change la température, c'est-à-dire lorsqu'on change le taux de similarité avec la base de données, lorsqu'on permet plus ou moins de liberté à l'IA générative, pour le dire comme ça, eh bien là on a nos poses, c'est-à-dire nos stick figures, nos petits bonshommes, qui vont faire des choses complètement étonnantes, qui vont partir la moitié du corps d'un côté, l'autre moitié de l'autre. Et moi, c'est grâce à ça que j'ai découvert ce qu'était l'intelligence artificielle, en n'étant pas du tout ingénieur. Et c'est ça qui m'a fascinée aussi, en me montrant que ce n'était pas forcément créatif, au sens où on ne va pas remettre en cause le paradigme. On va toujours s'inspirer de la base de données, mais avec une température qui peut varier. Et puis, à partir de là, donc on peut générer des chorégraphies. Je vous montre très rapidement l'exemple. Vous pouvez de toute façon retrouver le projet. Eh bien, vous prenez une pose. Voilà, par exemple, donc parmi les 500 000, voilà, ça c'est une pose qui a l'air bien festive. Et donc, ça peut vous générer la pose suivante. Hop, on veut arriver là. Et donc, on a l'animation et charge après aux danseurs de reproduire la chorégraphie. Donc ça, c'est des projets qu'on montre peu parce que ce n'est pas les plus impressionnants. Ce n'est pas aussi glamour que de générer entièrement une vidéo à partir d'un prompt, d'une requête. Mais ça peut aussi donner de l'inspiration en fonction des données dont vous disposez. Les données, ça peut prendre des choses extrêmement variées, des formes extrêmement variées. Vous voyez avec le karaoké Freddie Mercury, la donnée, ça peut être votre voix. La donnée, ça peut être notre visage. La donnée, ça peut être des poses chorégraphiques. Et la donnée, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, ça peut être aussi des parcours utilisateurs. Et la donnée, ça peut être nos préférences. Ça peut aussi, et méfiez-vous de ces usages-là, bien sûr, ça peut aussi être nos opinions. Ça peut être nos opinions politiques. Ça peut être notre réseau d'amis, etc.
Et donc, on peut se dire que si l'IA impacte déjà la chorégraphie, c'est-à-dire la manière dont on bouge, elle va changer beaucoup de choses dans le monde du travail et en particulier dans l'agriculture. Et alors, la grande question qui vient lorsqu'on aborde les questions de l'impact de l'IA sur les métiers, c'est est-ce que l'IA va vous remplacer? J'ai entendu un oui. Non, il n'y a pas trop de risque surtout que l'IA a décidé de vous montrer de se montrer sous son jour le plus ridicule. Non, il n'y a pas trop de risque que l'IA vous remplace. Par contre, quelqu'un qui sait utiliser l'IA générative a pas mal de chances de vous remplacer. Et pour ça, j'aimerais tester quelles sont vos connaissances déjà sur le domaine. Donc j'ai 2 petites questions. C'est le quiz pour vous. Vous avez déjà eu le cadeau. À votre avis, quel sera le marché de l'intelligence artificielle? On va faire le juste prix. Le marché de l'intelligence artificielle en 2030. Pour rappel, 2030, c'est aussi loin de nous dans le futur que l'incendie de Notre-Dame dans le passé. Donc c'est vraiment demain. Alors, à votre avis, dites-moi un chiffre, le marché de l'IA en 2030. 1 000 milliards 60 milliards 5 milliards. Alors, moins que 1000, plus que 60 500 plus que 500 Oh, très bien. 827 milliards de dollars selon Statista. Donc, bien sûr, c'est des évaluations. Bien sûr, tout ça, c'est uniquement des prédictions. Vous avez vu que le mot intelligence artificielle prenait des formes très différentes, qu'aujourd'hui, dans le langage courant, lorsqu'on parle d'IA, on l'utilise pour dire quelque chose qu'on sait qu'on va pouvoir modéliser, mais on ne sait pas encore très bien le faire. Parce que lorsqu'on sait le faire, on appelle ça un filtre anti-spam, on appelle ça un autocorrect, et lorsqu'on ne sait pas comment l'appeler, on l'appelle intelligence artificielle. Mais ça vous donne quand même un ordre d'idée que c'est gigantesque, 827 milliards, et que ça a un impact phénoménal. Par contre, un impact très diversifié en fonction des secteurs et en fonction des différents postes. Vous posiez la question sur la physique quantique. Donc, dans le cadre de mon livre, j'ai pu interviewer un chercheur en cryptographie qui me disait, mais bien sûr, on est déjà en train de travailler sur comment sécuriser les futurs ordinateurs quantiques. Pour l'instant, la recherche quantique, c'est encore c'est vraiment réservé à une élite, c'est encore très confidentiel. Mais on cherche déjà comment on va pouvoir sécuriser ces systèmes-là lorsqu'ils se seront démocratisés, parce que, évidemment, la question de la sécurité, question des systèmes d'information, question de cryptographie, c'est l'un des premiers systèmes qui est impacté par les évolutions technologiques. Et ça se voit en particulier sur l'intelligence artificielle. Donc, bon, je ne vais pas vous faire la deuxième question du quiz puisque vous avez la réponse sous les yeux. À votre avis, quels sont les secteurs qui seront les plus impactés par l'intelligence artificielle? Eh bien, ce n'est pas évident à dire parce que dans chacun de ces secteurs, là aussi, l'impact va être très variable. Donc ça, c'est une étude de McKinsey, donc la plus récente sur l'impact de l'IA dans les métiers que j'ai pu trouver remonte à 2022. C'est une éternité en matière d'IA. Mais il faut du recul pour mesurer quel est l'impact sur les métiers. On va tout de suite voir pourquoi est-ce qu'il faut tellement de recul. Mais vous voyez qu'un secteur, par exemple, comme la high-tech, télécom, qui va être très impacté sur la question de la prévention des risques. 38%, c'est le plus gros chiffre du tableau. Très impacté sur la question de la prévention des risques, va l'être beaucoup moins pour tout ce qui concerne la partie marketing, vente. Donc, il ne faut pas juste se fier aux gens qui vous disent le domaine des télécoms va être inondé par l'intelligence artificielle, le domaine de l'agriculture va radicalement changer. Je pense qu'il faut voir plus précisément aussi de quelles tâches on parle.
Est-ce qu'on parle de tâches de prédiction, de recommandation? Par exemple, on parlait tout à l'heure de l'IA et de la littérature. Ce n'est pas parce qu'on a des générateurs de texte que le milieu de la littérature en soi, de l'édition, va être complètement modifié. Parce qu'il y a beaucoup d'autres tâches qui, elles, ne relèvent pas simplement de la génération de texte. Donc moi, j'invite plutôt à avoir une approche par tâche plutôt que par domaine ou secteur lorsqu'on parle de l'impact de l'IA. Et ça pour une autre raison. J'aimerais vous montrer une vidéo. Donc vous avez compris que je suis assez gourmande et qui a une invention, une IA de Google qui m'a beaucoup plu et beaucoup inspiré récemment, qui s'appelle le Cheese Master. Alors pourquoi ça s'appelle le Cheese Master? L'intelligence artificielle, c'est un domaine dont on entend beaucoup parler. C'est la capacité pour un programme à s'inspirer de comportements humains complexes. Le machine learning, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui vise vraiment à apprendre à un programme à apprendre. C'est notamment ce qui est utilisé dans Google Traduction. Aujourd'hui, en France, on s'est lancé un nouveau défi en s'attachant à un morceau du patrimoine français, en proposant à nos utilisateurs un programme de reconnaissance de fromage. C'était un domaine qu'on ne connaissait pas forcément, donc on a dû aller à la rencontre d'experts, et c'est comme ça qu'on a fait la rencontre du collectif Fromaginaire. Quand Google nous a contactés, on n'a pas vraiment été étonnés, parce que c'est vrai que pour nous, le fromage, c'est un produit d'une incroyable complexité. C'est la diversité des terroirs, des techniques, et donc il y a matière à faire des recherches sur ce produit. Ouais. On a commencé par ce qu'on savait faire. On sait faire des réseaux convolutionnels pour reconnaître des images. Mais très rapidement, on a voulu aller au-delà parce qu'il n'y a pas que le visuel dans un fromage. Ah oui, toute la complexité du fromage, c'est à la fois les notions de texture, d'arôme, de goût. Il a fallu inventer des nouvelles technologies. Par exemple, pour la texture, nous avons conçu un pouce à tâter le fromage. Également un nez électronique. On est capable de reconnaître non seulement un coulommiers d'un camembert, mais on est capable de reconnaître le millésime et jusqu'à la brebis qui a produit le lait. C'est un outil qui va vraiment intéresser les particuliers parce qu'ils vont pouvoir marquer la différence entre le produit authentique, naturel, et justement des ersatz. Ce qui est important, c'est que le fromage, c'est une aventure humaine et c'est beaucoup d'amour, beaucoup de travail. Comme notre collaboration. Exactement. Je vous vois vous moquer, c'est pas très gentil ça. C'est quand même révolutionnaire. Un outil qui permet de distinguer un coulommiers d'un camembert, qui permet de distinguer un fromage authentique d'un ersatz, qui permet de reconnaître jusqu'à la brebis qui a produit le lait, qui a fait le fromage. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça date de 2017. Ça. C'est la préhistoire de l'IA générative, ça. C'est Ah oui. Exactement. Bah, oui, bien sûr, c'était un poisson d'avril qui a été créé par Google en 2017. Et ça n'existe pas. Techniquement, je pense que ça serait possible de pouvoir approcher de ça avec des spectrogrammes. Alors, ça n'existe pas, hein, le pouce à tâter le fromage et le nez électronique. Et pourquoi est-ce que ça n'existe pas? Parce que ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est quelque chose que l'humain sait faire et aime faire. Et je pense que ça, c'est quand même la meilleure réponse à ceux qui pensent qu'ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Moi, je conclus le livre en racontant l'histoire du bon roi Dagobert. Le bon roi Dagobert, donc, qui avait mis sa culotte à l'envers, comme chacun sait, il a plusieurs autres strophes par la suite. Et à la fin, il se retrouve sur son lit de mort et il dit au grand Saint-Éloi, « Ne pourrais-tu mourir pour moi ?» Et c'est ça le risque, c'est qu'on demande à l'IA de vivre et de mourir pour nous, de faire à notre place, d'apprendre à notre place. Si c'est synthétiser 1050 pages de documents pour en trouver les éléments intéressants, bien sûr que c'est utile. Si c'est synthétiser Germinal pour pouvoir répondre aux questions qu'a posées la prof pour avoir une bonne note et pour pouvoir passer au livre suivant qu'on va lui-même synthétiser par IA, là, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et donc, la première question
Et je vais conclure là-dessus, mais celle qu'on se pose rarement lorsqu'on mène des projets de transformation IA en entreprise, c'est d'abord à quoi ça sert. C'est d'abord d'aller récolter les attentes. Et ça, surtout pour des entreprises, c'est pas si simple de se le poser, parce que récolter les attentes, ça veut dire aller les chercher là où elles se trouvent, c'est-à-dire là où les gens collectent la donnée. Et ça, c'est pas toujours au même endroit que là où on décide de mener des projets IA. Et je vous donne juste un chiffre. Il y a 68% des transformations IA en 2023 qui se sont soldées par un échec. Plus de 2/3 des transformations IA qui ont été menées, qui coûtent cher, l'année dernière, se sont soldées par un échec. Et alors, il y a plusieurs réponses, plusieurs causes à ça. Bon, les premières, c'est évidemment l'adoption. Les gens qui vont être réticents à l'IA parce que ça demande de documenter ces échecs, les données sur ce qui n'a pas fonctionné, sur les tests in vivo qu'on a menés, qui n'ont pas mené à confirmer les intuitions qu'on avait, par exemple. Eh bien, vous êtes scientifique, vous savez bien que c'est les plus précieux. C'est ceux qui nous apportent les données les plus précieuses. En entreprise, ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de documenter. Et puis, l'adoption, parce qu'on n'a pas envie de se faire remplacer par une IA, et donc ces peurs, ces mécompréhensions, le fait qu'on ne comprenne pas toujours l'intérêt des transformations IA vont créer des réticences. Et puis, il y a le problème de la mise à l'échelle. Allez, je vous raconte quand même juste une anecdote sur la mise à l'échelle. C'est parce que là, vous allez croire que j'ai encore des actions chez Google. Non, ce n'est pas du tout le cas. Puisqu'à un moment, on a voulu lancer un nouveau projet. Donc, on s'est dit, on a 8 millions d'œuvres. C'est magnifique. On va chercher un moyen de créer le lien avec le public. Et donc, on a mis à disposition un écran sur lequel on pouvait dessiner et trouver le lien entre votre dessin et les 8 millions d'œuvres de la collection. Donc, trouver l'œuvre qui ressemblait le plus à ce que vous aviez dessiné. Trouver le pourcentage de similitude entre votre dessin et La nuit étoilée de Van Gogh. On s'est dit, c'est un super outil d'apprentissage. On va le mettre à disposition des enfants dans les écoles. Seulement, vous laissez un écran et un stylo à un enfant. Soit vous avez des dessins un peu n'importe quoi, soit vous avez des pénis. Et donc, comme on ne voulait pas qu'ils aient toutes les collections d'art contemporain ou la statuaire grecque en gros plan sur les écrans, on s'est dit, il faut nettoyer la base de données. Et ça, vous le savez bien, si vous utilisez, vous parliez par exemple de faire des capteurs, j'imagine pour repérer les nuisibles dans les champs ou pour repérer lorsqu'on utilise des capteurs, on sait bien qu'il faut nettoyer les bases de données pour ne pas utiliser tout et n'importe quoi comme entraînement. Et puis pour ne pas présenter tout et n'importe quoi à la fin, surtout à des enfants. Et donc pour ça, on peut utiliser l'IA. On peut faire un système qui spécifiquement va reconnaître le pattern, c'est-à-dire la logique sous-jacente à la base de données, qui reconnaît la forme d'un pénis. Sauf que c'est coûteux à faire, puisque c'est sur une base spécifique, ça prend du temps, ça demande du temps à des ingénieurs spécialisés. Ils avaient à disposition une coordinatrice du lab qui, du coup, a passé une semaine à passer 8 millions d'œuvres pour repérer. Alors déjà, comme il y a un partenariat avec le Life Magazine, il y avait toutes les photos des croix gammées modèle années 1930 sur les photos en noir et blanc, donc il fallait aussi éliminer. Et puis alors, toutes les formes, les couleurs, tout ce que vous voulez de pénis dans les collections, elles ont été repérées à la main. Même si on était à Google, parce que c'est moins coûteux, c'est plus rapide, c'est plus flexible. Et il y a encore une bonne partie des projets IA qui ont encore ce problème de mise à l'échelle, c'est-à-dire où on va penser à faire un bon POC, une bonne proof of concept, un très bon prototype, souvent avec les moyens du bord, et on ne va pas tellement anticiper la mise à l'échelle. Comment est-ce que ça se passera lorsqu'on aura plus de données ? Comment est-ce que ça se passera lorsqu'on voudra utiliser le véritable potentiel de l'apprentissage machine, c'est-à-dire faire des systèmes qui s'adaptent à des bases de données qui évoluent.
Et donc, ces deux questions, l'adoption et la mise à l'échelle, c'est en grande partie ce qui explique le taux d'échec des transformations IA en entreprise. Et donc, mon message, et je rejoins Christian, je rejoins Guilhem là-dessus, c'est que l'IA, c'est pas de la magie, elle part de données qui sont produites sur le terrain, et donc ça demande d'écouter, de demander d'abord les attentes des gens qui manipulent ces données, qui collectent ces données, qui vont les trier. Et elles sont produites avec nos biais humains, nos biais de collecte, mais aussi les biais du modèle qu'on utilise et les biais d'interprétation sur l'IA. Donc l'IA, elle va juste donner du sens à ces données. Elle va chercher le pattern, le motif de répétition dans ces données pour pouvoir notamment faire de la génération. Donc mon message, c'est déjà formez-vous à l'IA générative, mais en partant de vos propres attentes, ne faites pas de cheese master. Ne cherchez pas à classer les fromages si ce n'est pas quelque chose dont vous avez besoin, si ce n'est pas une expertise sur laquelle vous pouvez vérifier et si ce n'est pas des données que vous connaissez. Et donc, formez-vous à l'IA, mais selon vos propres besoins et surtout, essayez et testez. On me demande souvent quelle est la meilleure IA générative. Vous avez montré des tests où il y en avait 50. La vraie réponse, c'est la meilleure IA générative, c'est celle qui vous convient le mieux. Et donc, testez-les. La plupart de ces outils, on peut les tester. Et la pratique reste le meilleur moyen de faire le tri à partir de vos propres besoins. Merci beaucoup. Et je vais dépasser le temps. Merci beaucoup Laura pour cette présentation. Tu nous as dépaysés. Voilà, on a pris l'air, c'était super. Est-ce qu'on a le temps pour une petite question ? Oui, Véronique. Là-bas. Bonjour, merci beaucoup. C'était un super exposé, très, très agréable. Ce n'était pas une question, c'était une remarque. Moi, j'ai passé des années à inventer des doigts pour mesurer la fermeté des fruits. Donc voilà, ça existe. Prochaine étape, le fromage. Mais on a eu beaucoup d'argent pour ça. Hein. Donc ça existe, les gens, ça existe et ça intéresse les gens. Il y a des filières agroalimentaires parce que vous pouvez pas mettre des gens derrière les chaînes de tri des fruits et légumes et toucher en fait chacune des pêches qui va passer devant eux. Voilà. On se demandait comment l'IA allait impacter les métiers. Elle va peut-être donner de nouveaux débouchés au Fruit Master. Oui, au Fruit Master et Cheese Master. On a des collègues aussi, INRAE, qui travaillent en ingénierie des connaissances, donc également en IA, pour collecter la connaissance métier des appellations d'origine protégée de type comté, reblochon, etc., avant qu'elles ne se perdent. Voilà. Donc l'IA et le fromage ont une histoire ensemble aussi. Mais c'est absolument fou de voir qu'en 2017, c'était un canular. Lorsque Google a tourné cette vidéo en 2017, c'était un poisson d'avril. Qu'aujourd'hui, déjà Google ne fait plus de poisson d'avril parce qu'ils sont devenus beaucoup plus prudents avec leur image. Mais surtout, ils font plus de poisson d'avril parce que ça devient la réalité. Et c'est vraiment vertigineux de voir à quel rythme l'intelligence artificielle progresse sans immense révolution. Vous l'avez dit, on se base toujours sur des données existantes, mais en offrant de nouveaux débouchés. Le domaine où ça se voit peut-être le mieux, c'est un domaine moins sympathique, c'est les fausses informations. Les rumeurs, les fausses informations, la propagande, tout ça, ça existait avant l'IA. Par contre, on voit que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, déjà, sous son aspect génératif, permet de mettre dans toutes les mains la création d'images, la création de textes, beaucoup plus facilement. Avec Midjourney, n'importe qui peut créer une fausse image. Et ensuite, par les mécanismes de bulles de filtre, enfin les mécanismes de prédiction de préférence sur les réseaux sociaux vont donner plus de viralité à ces contenus. Donc c'est des choses qui existaient déjà, mais qui prennent une ampleur absolument phénoménale à un rythme vertigineux. Mais il faudra qu'on reparle du Fruit Master et du Cheese Master. Merci Laura, merci pour cette présentation.